c'est Martine Gnacia qui va vous le présenter dans quelques instants. Donc voilà, je donne maintenant la parole à Martine qui va vous présenter la soirée. Je note encore juste une seconde que nous avons Bathior et Richard Prasquier qui vont aussi intervenir sur ce thème après Daniel, enfin dans la discussion. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, comme nous en avons l'habitude chez 10 Minutes Watch, et je pense que vous vous en êtes un peu rendu compte, nous aimons toujours explorer des sujets peu traités, mais qui éclairent de façon différente l'actualité récente, donc qui apportent un angle un peu nouveau. Et ça, c'est vraiment passionnant. Donc, le thème que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec notre invité, c'est de travailler en fait ensemble sur ce décryptage des sources du courant wokiste, courant qui séduit une partie de la jeunesse juive américaine. Donc, vraiment, on va se concentrer sur les juifs aux États-Unis et comprendre en quoi cela amène cette jeunesse à prendre ses distances vis-à-vis d'Israël, ou du moins, je dirais, avec le fait sioniste, parce que c'est véritablement de ça dont nous allons parler. Alors, il y a une étude dont nous a parlé beaucoup Daniel, et je représenterai tout de suite après Daniel. Il y a une étude donc, qui a été menée par une société, enfin c'est une organisation qui s'appelle Mosaic United. Cette organisation Mosaic United, elle a été créée en 2015 à l'initiative du ministère de la Diaspora en Israël et elle vise en fait à comprendre les liens qui se tissent entre les communautés juives et Israël et notamment les populations jeunes. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc selon cette fameuse étude menée par Mosaic United, étude qui a été menée en mai 2025, donc c'est une étude récente. 37% des adolescents juifs américains de 14 à 18 ans déclarent éprouver une certaine sympathie pour le Hamas, ce qui est quand même assez violent comme résultat, et 41% estiment qu'Israël commet un génocide. Alors ces chiffres sont véritablement faramineux parce que si on les compare avec des chiffres français, tout à l'heure, je suis allée en chercher. En avril 2024, en France, 14% des moins de 35 ans ont de la sympathie donc des Français de moins de 35 ans. C'est pas les Juifs, hein, c'est des Français de 35 ans. 14% ont de la sympathie vis-à-vis du Hamas. Donc là, le chiffre de 37% est absolument faramineux puisqu'il est quand même ciblé sur la population des jeunes juifs américains. Alors, cette donnée, elle est extrêmement importante et elle est importante, c'est important qu'on démarre avec cette introduction-là. Pourquoi? C'est parce qu'elle est extrêmement significative aujourd'hui, parce que dans le paysage politique new-yorkais américain actuel, donc new-yorkais, Zoran Mandani, qui est donc le candidat démocrate musulman, partisan du mouvement BDS, pardon, et proche des mouvements d'extrême gauche, figure désormais en tête des sondages pour la mairie de New York, hein. Donc, il va y avoir une élection pour le maire de New York dans peu de temps, finalement, en novembre 2025. Donc là, on est quand même dans un moment très crucial de l'histoire de la relation des Juifs américains avec Israël, et on en comprend, on en connaît le soutien. Et cette rupture-là qui est en train de s'annoncer nous inquiète terriblement. Donc, nous, notre objectif ici, c'est véritablement de chercher à comprendre et à analyser cette rupture entre une partie de cette gauche juive américaine et Israël. Et on a donc choisi d'inviter Daniel Bensoussan-Bernstein, qui est là. Son dernier ouvrage, qui se nomme, tout à l'heure, vous l'avez vu en photo, donc La question séfarade, de la dîma à la colonisation, une mémoire qui dérange. J'ai envie quand même de rappeler que ce travail, c'est un travail absolument colossal. Il est le fruit de plusieurs années de recherche approfondie et ça constitue une référence pour comprendre la question séfarade et pour nous aussi nous éclairer sur ce sujet. Alors, juste pour 2 secondes, mais peut-être que Daniel pourra revenir un petit peu sur qui il est. Il est entre autres journaliste au cahier Bernard Lazare et il a aussi, enfin, il est historien et il reviendra peut-être là-dessus. Ce détour par la question séfarade va nous aider à mieux comprendre les ressorts de cette posture adoptée par une partie du judaïsme américain
et d'autant qu'elle contraste fortement avec les dynamiques qu'on observe aujourd'hui chez les juifs français notamment, qui sont, je dirais, totalement sionistes et totalement pro-Israël, et ça, on le voit bien aujourd'hui. Alors, Daniel, première question, je vais vous demander, avant de rentrer, je dirais, dans la profondeur de l'analyse et du sujet, enfin de l'analyse plutôt, de nous dire en quelques mots pour nous aider à cadrer ce débat, quel rapport y a-t-il entre cette vision américaine d'Israël et du sionisme et la question séfarade que vous traitez dans votre ouvrage? Mais je crois que l'idée générale qui se dégage des chiffres que vous avez cités, c'est l'impossibilité à entendre l'existence d'un antisémitisme ou d'une judéophobie, si on préfère, qui puisse prendre sa source hors de l'Europe chrétienne, hors de la chrétienté, et plus largement hors de l'Occident. Et ça, on en trouve un certain nombre d'exemples que je vais brièvement citer dans le cas des États-Unis et de New York en particulier, qui, à mon sens, illustrent cette espèce d'impensée radicale. Bon, le premier exemple, je pense que tout le monde en a entendu parler, il concerne Mahmoud Khalil. Mahmoud Khalil était cet activiste d'origine syro-palestinienne qui a mené comment dire, le mouvement étudiant pro-palestinien à Columbia et qui a été arrêté après l'élection de Trump et qui est devenu en quelque sorte un symbole. Il y a eu une mobilisation massive d'organisations juives à gauche, un spectre assez large qui va grosso modo de Jewish Voice for Peace, qui est clairement antisioniste, à J Street, qui représente, on peut dire, un sionisme de gauche, même s'il y a d'autres courants, on pourra le voir après, d'autres courants sionistes de gauche qui ne sont pas toujours d'accord avec J Street. Tous se sont mobilisés pour lui. Dans le même temps, Mahmoud Khalil a fait l'objet d'une plainte d'habitants des kibboutz qui avaient été attaqués, qui avaient perdu des membres de leur famille ou certains de leurs proches enlevés le 7 octobre. Bon, finalement, Mahmoud Khalil a été libéré et il y a de ça à peine, je crois à peu près un mois, il a été interviewé par un blogueur, un influenceur juif américain qui s'appelle Ezra Klein. Et au cours de cette interview, à mot couvert, il a justifié le 7 octobre. Et ce qui m'a beaucoup interloqué, c'est que ça a été le silence radio du côté de ces organisations juives qu'il avait soutenues. Alors que des groupes juifs antisionistes ne disent rien là-dessus sur les propos de Mahmoud Khalil et de la plainte qui le vise sur le 7 octobre, bon, je parlais de Jewish Voice for Peace, mais aussi de If Not Now, ça peut se comprendre. Ils sont antisionistes, ils souhaitent qu'il n'y ait plus d'État juif, qu'il y ait un État unique judéo-musulman à la place. En revanche, qu'une organisation comme G Street que dirige Jérémy Ben-Ami n'ait pas un mot à ce sujet, ça pose question. Ça pose question sur quel sens peut avoir le sionisme de gauche si on se tait sur la plainte qu'ont déposée ces habitants des kibboutz. Parce que ces habitants des kibboutz, c'est la gauche juive en Israël. C'est eux qui portent, c'est pas Kiryat Arba. Ce sont pas les gens des implantations en Cisjordanie, ce sont pas des gens qui votent pour Smotrich ou pour Ben Gvir. Ceux qui sont le fer de lance de la paix maintenant, ce sont ces habitants des kibboutz. Bon, et si on se tait sur cette plainte, quel sens peut bien avoir le sionisme de gauche? Une seule personnalité, à mon sens, à ma connaissance plutôt, s'est illustrée et a dénoncé dans la gauche juive américaine et a dénoncé très clairement les propos de Khalil suite à cette interview, c'est Ami Spitelnik qui dirige une grosse association juive à gauche, qui est quelqu'un, à mon sens, de tout à fait remarquable, avec qui on peut discuter. Et elle a très clairement dit, comment dire, elle justifie toujours le fait qu'elle soit mobilisée contre l'arrestation de Mahmoud Khalil en disant, et cet argument on peut l'entendre, l'administration Trump n'a pas instrumentalisé la question de l'antisémitisme pour faire passer son propre agenda. Il y a un état de droit, donc il doit avoir un procès. Et donc elle redit sa position. Et dans le même temps, elle dit, mais soyons clairs, ce qu'il dit sur le 7 octobre, c'est tout à fait inacceptable. Voilà. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, qui alors là est à mon sens encore plus parlant, c'est celui de Jerry Nadler, qui est un élu démocrate, juif américain à New York depuis de nombreuses années, et qui soutient la candidature de Zoran Mamdani. Bon. Et il y a de ça à peu près 2 mois,
Jerry Nadler s'est opposé sur la question d'Israël à Marjorie Taylor Greene, qui est une élue du Parti républicain, de l'aile MAGA, qui est clairement d'extrême droite, judéophobe, et comme beaucoup au sein du mouvement MAGA, antisioniste, anti-israélienne. Et Marjorie Taylor Greene avait soumis comme projet de loi de cesser le cofinancement américain pour le dôme de fer. Je rappelle, le dôme de fer, c'est ce qui permet à Israël de se protéger des vagues de missiles, et on l'a vu en l'occurrence dernièrement, iraniens. Tout de suite, Jerry Nadler est monté au créneau, il s'est opposé, lui a fait barrage, et il a bien expliqué il n'est pas question, là il s'agit de la survie de l'État d'Israël et on ne joue pas, on ne transige pas avec ça. Donc c'est un exemple type, c'est un sioniste de gauche, extrêmement critique de Netanyahou, mais il reste un sioniste de gauche au sens où l'existence de l'État d'Israël n'est pas négociable. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, très intéressant, c'est qu'à aucun moment Jerry Nadler ne se pose la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction entre soutenir Mamdani? Est-ce que en soutenant Mamdani, si demain la ligne de Zoran Mamdani s'impose au sein du Parti démocrate, est-ce qu'on n'arrivera pas au même résultat finalement que ce qu'il a combattu, ce qu'il a dénoncé, c'est Marjorie Taylor Greene. Et je me dis, là, il y a une espèce d'impensé. Et le dernier exemple, et j'en resterai là pour cette première question, c'est celui de Brad Lander. Brad Lander est le contrôleur général de la ville de New York. Lui aussi, c'est une figure de la gauche juive, sioniste, je précise bien, parce qu'il y a une gauche juive antisioniste. On en parlera des gens comme Judith Butler, etc., ou Daniel Boyarin, qui refusent l'idée de nationalisme, qui refusent l'idée d'État juif. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et Brad Lander, donc, pareil, sioniste de gauche, extrêmement critique du gouvernement d'extrême droite actuel en Israël. Et il s'affiche dernièrement, il annonce ça sur ses réseaux sociaux, une réunion publique sur le thème l'avenir de la vie juive, donc en l'occurrence aux États-Unis, avec qui? Avec Mahmoud Khalil. Mais là, à nouveau, c'est la même question que j'avais posée au sujet de Jérémy Ben-Ami qui dirige Jesrit. Quel sens peut bien avoir le sionisme de gauche si on s'affiche avec quelqu'un qui justifie le 7 octobre? Qu'est-ce qui reste à ce moment-là à défendre d'Israël? C'est une vraie question. Et je crois que ça renvoie effectivement à un impensé radical chez beaucoup, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de judéophobie, de haine anti-juive en dehors de l'Europe, mais je crois que ça va au-delà de ça. Il y a l'idée que le destin juif fondamentalement est d'être solidaire de toutes, je m'excuse, je mets des guillemets, de toutes les minorités non blanches, de tous les damnés de l'Europe chrétienne. Autrement dit, de tous ceux qui ont été victimes à un moment donné ou à un autre de l'Europe. Et plus encore avec les musulmans. Et d'où cette idée qui est très forte, que l'on voit soit exprimée de façon explicite, soit en filigrane dans un certain nombre de textes, c'est-à-dire, certes, Mahmoud Khalil on n'est pas d'accord du tout avec ce qu'il dit sur Israël. Zoran Mamdani, c'est la même chose. Mais sur le fond, il est comme nous, c'est une minorité non blanche et non chrétienne. Et par conséquent, nous avons une communauté de destin avec eux. Nous avons un bout de chemin à faire ensemble. Et en l'occurrence, contre ceux qui actuellement sont au pouvoir en Israël, c'est-à-dire dans leur esprit, les évangélistes, l'extrême droite américaine, tout ce qui est blanc et chrétien. Je schématise, je mets évidemment des guillemets à ça. Et vous imaginez, lorsque vous avez parallèlement à ça un État d'Israël, Netanyahou en premier, qui parle de défendre la civilisation judéo-chrétienne, cette expression de civilisation judéo-chrétienne ou de culture judéo-chrétienne, c'est un scandale absolu au sein de la gauche juive. Et là, il y a beaucoup de textes qui sont parus et qui continuent de paraître sur le sujet. C'est quelque chose qui est vécu comme une trahison absolue. C'est-à-dire finalement, Israël trahit ce qui devrait être l'être juif et s'allie avec nos ennemis historiques. Voilà. Voilà, pour résumer de façon très schématique par rapport à cette première question. Donc, effectivement, pour en gros camper un peu la problématique, Hmm, euh, parce qu'en fait, avec les questions, on va un peu essayer de cerner ce sujet et de mhm, bien comprendre pourquoi cette distance et pourquoi cette distance est en train de s'accroître, je dirais, avec le sionisme actuel, en fait, on va dire. hmm, hmm, Alors, la deuxième question qu'on voulait poser, c'était de revenir en fait sur le fait que souvent on entend dire, et un peu vous venez de le dire à l'instant, que les Juifs américains tournent d'Israël à cause de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite, mhm, qui est plutôt radical dans sa façon de vouloir régler le conflit
israélo-palestinien. Mais quand on rentre dans votre ouvrage, dans votre livre, on voit que la cause est bien plus profonde que cela. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce sujet? Pourquoi il y a cette distorsion avec, je dirais, le sionisme peut-être qu'incarne Netanyahou aujourd'hui et son gouvernement actuel? Bah, N'y d'abord, a-t-il pas une ire, qui est plus lointaine, je dirais, que la situation actuelle, en fait? On en a, voilà. sur Netanyahou, il faut être clair, Netanyahou est incontestablement un accélérateur de cette coupure. Alors, c'est pas, je sais que c'est pas mon propos, moi j'ai pas écrit sur Netanyahou, j'ai pas écrit sur l'état d'Israël actuel, mais il faudra bien, lorsqu'on on entamera la discussion, il faut absolument pas négliger ce facteur. Bon. En revanche, ce que je crois, c'est que faire de Netanyahou la cause première, ça revient, ça revient en quelque sorte à entamer la lecture d'un livre en commençant par le dernier chapitre. Outre le fait qu'il y a une vieille tradition juive antisioniste qui était intellectuellement extrêmement forte aux États-Unis, qui remonte à l'avant-guerre. Bon, vous avez eu ensuite, jusqu'à présent, grosso modo, le judaïsme américain était extrêmement attaché à l'État d'Israël. Mais sur la coupure actuelle, on peut la faire remonter aux années 90, à l'époque, au moment de l'essor de ce qu'on a appelé en Israël le post-sionisme, et avec comment dire, l'influence qu'a eu extrêmement forte à ce moment-là Édouard Saïd chez toute une génération d'intellectuels de gauche juifs américains, mais aussi une grande partie de l'extrême gauche juive en Israël, qui souvent d'ailleurs ensuite a quitté Israël. Mais simplement juste pour terminer avec Netanyahou très rapidement, euh, cette grande vague-là antisioniste, elle a commencé, elle s'est exprimée de façon très, très explicite dès le début de la seconde intifada. Quelqu'un comme Adam Schatz, par exemple, qui est un grand intellectuel juif américain, en 2004, à New York, il publie tout un essai où il réhabilite toute la tradition juive antisioniste. Judith Butler fait paraître son essai, qui a été traduit en français ensuite sous le titre Vers la cohabitation. Elle fait paraître son essai en 2012, donc on est bien avant le gouvernement de Ben-Gvir et de Smotrich. Et quelqu'un comme Naomi Klein, qui milite, qui est une compagnon de route de Jewish Voice for Peace, qui est aussi une intellectuelle, elle publie son texte qui s'intitulait, enfin qui a été traduit en français sous le titre La liquidisation du monde au moment de la seconde intifada à peu près et du début de la guerre en Irak. Donc c'est quelque chose qui est antérieur. Simplement sur cette question-là, très précisément aujourd'hui, une idée qu'on entend de plus en plus qui se dégage, c'est l'idée que s'il y a rupture avec Israël, c'est qu'Israël a rompu le contrat. C'est une idée qui revient souvent. C'est-à-dire, je m'explique. C'est l'idée que en quelque sorte, nous, aux États-Unis, nous défendons la démocratie libérale. Israël prend le chemin, selon eux, de ce qu'on appelle en Europe de l'Est une démocratie illibérale, un peu à l'image de la Hongrie, de la Pologne, de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad. Bon. Et par Mhm. conséquent, il y a cette idée qui s'impose chez certains, que dès lors qu'il y a rupture de contrat, dès lors qu'Israël n'est plus une démocratie libérale, selon eux, parce qu'on peut évidemment, ça peut se discuter, qu'est-ce qu'une démocratie libérale, c'est pas, il ne faut pas rester juste au slogan, mais dès lors que selon eux, Israël tend vers l'illibéralisme, ils considèrent qu'il y a rupture de contrat, qu'ils n'ont plus à défendre cet État. Plus encore s'il n'y a il apparaît qu'il n'y a plus d'État palestinien. Pour eux, le contrat est remis en cause. Un exemple vraiment assez typique de cette tendance, c'est Peter Beinart, qui actuellement est un intellectuel juif américain, qui actuellement dirige le journal Jewish Currents. C'est un journal qui a été fondé, je crois, en 1946, qui représente une tendance très clairement antisioniste aux États-Unis. Et lui, à l'origine, il ne vient pas de la tradition juive antisioniste, parce qu'il y a une tradition juive antisioniste qui est la tradition néo-diasporiste. Un type comme Daniel Boyarin, on pourra en parler, qui représente ce courant-là. C'est pas le cas de Beinart. Beinart est un sioniste de gauche. Et c'est un sioniste de gauche qui, il explique, dit-il, du fait de l'occupation des territoires, tout ce que l'on connaît, il dit il a progressivement rompu avec l'État d'Israël et aujourd'hui il est devenu antisioniste et il prône en lieu et place de l'État juif actuel un État unique où en fait, il prône la fin de l'État juif.
Là où cet argument de la rupture de contrat autour de la question démocratie libérale ou illibérale tombe à l'eau, il ne tient plus, c'est quand les mêmes personnes qui mettent en avant cet argument se lient, prennent langue avec des gens qui ne représentent non plus les démocraties libérales, mais qui représentent très clairement des régimes totalitaires. En Oui, l'occurrence, oui, prenons l'exemple de Peter Beinart. Peter Beinart, oui, à partie liée, il fait des conférences avec lui, il fait des zooms avec lui, avec Trita Parsi. Trita Parsi, qui est-ce? C'est le responsable du NIAC. Le NIAC, c'est National Iranian American Council. C'est le principal lobby en soutien à la République islamique d'Iran aux États-Unis. Et ce qui est très intéressant, c'est que Trita Parsi, ça vous pouvez taper, vous regardez sur Google, il a eu un procès avec un dissident iranien aux États-Unis au début vers 2010, un procès qu'il a perdu. C'est quelqu'un qui est régulièrement dénoncé comme comme le lobbyiste en chef aux États-Unis de la République islamique d'Iran, et il est dénoncé par toutes les factions de la dissidence, c'est-à-dire autant ceux qui soutiennent comment on appelle ça, les Pahlavis, le retour du Shah en Iran, que par les moudjahidines du peuple. Bon, eh bien, pendant la dernière guerre Iran-Israël, Peter Beinart a proposé il relayait régulièrement sur son compte Twitter Trita Parsi. Il a fait des zooms avec lui, et lorsqu'on lui a fait remarquer que c'était un lobbyiste de l'Iran, il a clairement pris la défense de Trita Parsi. L'autre exemple, qui est une figure montante de cette gauche juive antisioniste, c'est Simone Zimmerman. Simone Zimmerman, c'est une ancienne, il y a une quinzaine d'années, elle dirigeait, peut-être un peu moins de 15 ans, elle dirigeait la section étudiante de G Street pour les États-Unis. En 2014, elle a fondé If Not Now, au moment déjà une guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Et aujourd'hui, elle est devenue antisioniste. Et elle est la vedette d'un film qui a fait plus d'1 million de vues, qui est diffusé par Al Jazeera, qui s'appelle, que je vous invite d'ailleurs tous à voir pour poursuivre la réflexion autour de cette problématique, qui s'appelle Israelism. Et ce film donc, a été primé. Il est diffusé aujourd'hui par la chaîne YouTube d'Al Jazeera en anglais. Et elle-même, Simone Zimmerman, est interrogée par Al Jazeera. Et là, à nouveau, on se pose la question. Très bien, vous dénoncez, vous dites on rompt avec Israël parce qu'Israël n'est plus une démocratie libérale, mais vous-même, excusez-moi l'expression, vous servez la soupe à des régimes totalitaires. À Al Jazeera, qui est une chaîne le Qatar, le Qatar, c'est pas une démocratie libérale, c'est une dictature purement et simplement qui a des esclaves, qui est le fer de lance des frères musulmans dans le monde. Et donc là, à nouveau, il y a une contradiction qui est majeure. Et c'est pour ça que la question de Netanyahou, évidemment que Netanyahou, est, pour plein de raisons, et pas seulement Netanyahou, le fait aussi que la politique d'Israël vis-à-vis du judaïsme américain, le fait que le grand rabbinat en Israël ne reconnaisse pas le judaïsme réformé qui est majoritaire en Israël, tout ça sont des facteurs qu'il faudra prendre en compte. C'est pas, j'ai pas écrit là-dessus, mais on ne peut pas tout réduire à Netanyahou. C'est très important, je crois, et surtout quand 37% des teenagers, des plus jeunes juifs américains disent éprouver de la sympathie pour le Hamas, c'est tout de même un peu léger que de ramener ça à Netanyahou, parce que autour de moi, moi-même personnellement, je ne suis pas du tout, mais j'ai pas à le dire, mais je ne suis pas particulièrement un fan de Monsieur Netanyahou, mais jamais pour autant, je n'aurais de la, il y a quelque chose là qui est absurde. Voilà. c'est non. Non, c'est clair qu'il y a une dissonance. Alors c'est pour ça justement que là, on va revenir un petit peu sur ce qu'apporte votre ouvrage, en fait, puisque là, on va aller, je dirais, encore plus dans les profondeurs de la compréhension du sujet. Et en fait, dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de cette fameuse, de cette vision très idéalisée que certains juifs américains entretiennent d'une harmonie disparue entre les Arabes et les Juifs ayant vécu dans le monde arabe. Donc ça, c'est Mhm. hyper important et c'est un sujet à creuser. Et cette vision idéalisée qui est souvent associée à l'image de la convivencia en Andalousie, où à l'époque, il y a très longtemps, juifs, chrétiens et musulmans auraient vécu en bonne entente. Donc en fait, il y a une vision très idéalisée qui est reportée, je dirais, qui est remise sur un piédestal et qui est portée au nu en fait par ces intellectuels juifs américains. Et que, en fait, justement, les intellectuels dont vous parlez, Édouard Saïd en chef de file et d'autres,
finalement ont instrumentalisé finalement cette vision. Donc tous ces intellectuels, je dirais, post-coloniaux. Et ça vient d'une certaine façon, enfin c'est ce que vous dites, hein, moi je ne l'ai pas inventé, hein, c'est ce qui est écrit dans votre bouquin, ça vient instrumentaliser finalement, ou en tout cas ça vient favoriser cette justification de cette rupture avec le sionisme. Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre ça et à nous expliquer finalement que finalement le sionisme actuel serait peut-être pour eux, ces fameux juifs intellectuels américains, ils auraient d'une certaine façon rompu avec cette idée de l'harmonie entre les juifs et les arabes du passé. Comme vous le disiez très justement lorsqu'on s'était vu, c'est comme si Israël réécrivait le passé juif en terre d'islam pour servir l'agenda du Likoud. Est-ce qu'on peut revenir sur tout ce... Alors, il y a plusieurs choses, hein. Sur la question de l'agenda du Likoud, ça c'est Lior Steinfeld, on en parlera, qui est un Ouais. type qui mène une En fait, c'est un croisade peu cette depuis plusieurs maïotique. années Mm. contre la reconnaissance de ce passé. Ce qu'on peut dire, pour résumer, c'est que Israël et le sionisme sont de plus en plus accusés, dans ces milieux intellectuels et idéologues, d'avoir brisé une présumée harmonie judéo-musulmane. L'exemple le plus, je dirais, le plus caricatural, c'est on le retrouve chez Judith Butler dans son essai. Alors j'ai lu la traduction française Vers la cohabitation, qui est parue en 2013 chez Fayard, où elle a tout un développement. Elle se réfère à Édouard Saïd et elle se réfère au titre, à l'ouvrage enfin, uniquement au titre, à l'ouvrage de Freud sur Moïse et Le monde Moïse ancien. l'Égyptien. Et elle en déduit que puisque que Moïse était comme elle dit, à partir de la thèse de Freud, Moïse était un Égyptien, elle y voit une métaphore du fait que, avant le sionisme, avant la rencontre avec l'Europe, avant la colonisation, juifs et arabes, selon elle, dit-elle, formaient un seul et même peuple. Bon, elle oublie simplement que l'Égypte de Moïse, c'est une Égypte qui n'est pas du tout arabe et qui est bien antérieure à la conquête arabo-islamique. Mais ce qui est vrai, c'est que, bon, elle est caricaturale, Butler, mais au-delà de Butler, ce qui est vrai, c'est qu'on assiste à un retour, une sorte de, oui, de retour de ce que Américo Castro, l'historien espagnol, avait appelé la convivencia. Et cette question a été, c'est une histoire ancienne, la vision comment dire, islamophile chez certains intellectuels juifs, ça remonte à l'Europe du 19e siècle, notamment chez les intellectuels juifs allemands. Et Bernard Lewis avait, en parlant de ces intellectuels juifs allemands, avait dit qu'ils avaient créé ce mythe de l'harmonie judéo-musulmane à l'époque comme une arme, comme un reproche à l'endroit de leur voisinage chrétien, à l'endroit de l'Europe chrétienne. Et on pourrait dire, pour transposer ce qu'écrivait Bernard Lewis, qu'aujourd'hui, on assiste à un retour de ce mythe de l'harmonie judéo-musulmane, une sorte de peuple qui aurait été un seul et même peuple avant le sionisme. On assiste à un retour de ce mythe, mais cette fois comme un reproche, non pas au premier chef contre l'Europe chrétienne, mais contre l'État d'Israël et contre le sionisme. L'État d'Israël, le sionisme étant accusé, oui, d'avoir brisé cette harmonie. Mais c'est vrai que si on voit chez les intellectuels, d'abord ce qu'on peut dire, c'est que Bernard, cette tradition islamophile, elle prend naissance au 19e siècle. Un auteur comme la pièce, par exemple, Al-Mansor, la pièce d'Heinrich Heine, une très belle illustration. Mais c'est quelque chose qui n'a, sur le fond, qui n'a jamais disparu, qui a peut-être été mis entre parenthèses, mais qui n'a jamais disparu. En 1958, Shlomo Dov Goiten, qui est un très grand historien du judaïsme du monde arabe, qui a beaucoup travaillé sur les documents de la Guéniza du Caire, au cours d'une conférence, avait eu cette expression, il avait dit que l'islam avait sauvé le judaïsme. Alors il faut comprendre dans quel contexte il disait cela. Il disait cela par rapport aux Byzantins, c'est-à-dire au fait que la conquête effectivement arabo-islamique à Jérusalem avait permis aux Juifs, les Juifs avaient à nouveau été autorisés à pouvoir prier à Jérusalem, ce qui leur était interdit par les chrétiens byzantins. Ça c'est vrai. Et cette expression a été reprise dans un article en 2012 par un historien aussi, un historien du juif américain du monde juif dans l'espace arabo-musulman, David Wasserstein, qui a écrit un article, je crois, dans Jewish Chronicle, qui
qui s'intitulait How Islam Saved Judaism, comment l'islam a sauvé le judaïsme. Et il prend l'exemple des Byzantins pour en faire une espèce, lui, il en fait une espèce de dogme. Seulement dans son texte, il prend un bout de vérité, c'est-à-dire l'épisode effectivement de la conquête arabo-musulmane de l'actuelle Eretz Israël-Palestine, et il en fait une espèce de vérité générale. Il passe complètement sous silence la réalité des Juifs d'Arabie, des tribus juives d'Arabie qui ont été massacrées et des Juifs d'Arabie qui ont été expulsés et ensuite interdits de territoire sur la terre sainte de l'islam. Il passe sous silence le fait que, effectivement, il prend aussi l'exemple, par exemple, de l'Espagne. Il dit oui, mais les Juifs ont bien accueilli les musulmans en Espagne. Oui, ça c'est effectivement un épisode. Les Juifs en Espagne ont bien accueilli la conquête arabo-musulmane par rapport à un point précis, par rapport aux Visigoths et à l'antijudaïsme féroce des Visigoths. Mais ce qu'il oublie de dire, ou plutôt ce qu'il passe sous silence, c'est que quelques siècles après, avec la conquête almohade, ces conquérants musulmans qui viennent, berbères musulmans, qui viennent du Maroc, les Juifs fuient à nouveau, et cette fois ils fuient pour quelle direction? Pour les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne. Même chose, on pourrait dire la même chose qu'en 1830, à Oran, par exemple, l'arrivée des musulmans est vécue comme une libération. Parce que, bon, on pourra revenir sur ce contexte-là, les Juifs d'Oran, l'actuelle Algérie, sont accusés par leur voisinage, une partie de leur voisinage musulman, d'avoir partie liée avec les Français, donc de trahir les musulmans. Et les Juifs craignent un massacre lorsque finalement les Français entrent à Oran. Un Pourim est institué et un grand rabbin d'Oran, Messaoud Darmon, va rédiger à ce moment-là pour l'occasion un poème qui s'intitulait Mika Mocha et qui pendant des années va être lu dans les synagogues d'Oran et qui célèbre finalement ce grand soulagement d'avoir échappé à un massacre. Donc si on prend effectivement des bouts d'histoire, on peut arriver à créer des lectures univoques. Mais tout dépend, nous sommes toujours liés à un temps et à un lieu donné. Donc c'est toute la question de l'essentialisation. Mais il ne faudrait pas penser, je reviens un peu à votre question, puisque vous parliez de l'agenda politique du Likoud. Il ne faudrait pas réduire cette problématique à simplement un débat historiographique. Ce qui est important, là où il faut essayer de faire le lien, c'est quel lien entre ce qui peut apparaître finalement comme un débat d'intellectuels simplement, et des Mhm, questions beaucoup plus politiques, beaucoup plus présentes. mhm, C'est là où là, il y a une vraie question. Et là, je terminerai par deux auteurs. Il y a de ça quelques années, Albert Memmi, vous le savez, est décédé. Et au moment de sa mort, Albert Memmi a été attaqué sur un site américain, juif américain, qui s'appelle Mondovice, qui est un site violemment antisioniste. Et il a été attaqué par une universitaire juive américaine, je crois d'origine israélienne, qui s'appelle Gil Hochberg. Et elle s'en est pris à Memmi en disant, voilà, voilà, certes, Memmi était anticolonialiste, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de son anticolonialisme, parce qu'il était sioniste, donc finalement, il était lui aussi un colonialiste, et surtout, il justifie son sionisme, donc dit-elle, son colonialisme, par un certain nombre de faits qu'il impute à son voisinage arabo-musulman. Et elle dit, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce qu'il écrit dans ses livres sur les relations judéo-musulmanes en Tunisie, elle refuse totalement de discuter de ça. Et la même Gil Hochberg est quelqu'un qui a rendu hommage, qui a énormément rendu hommage à Édouard, qui s'inspire d'Édouard Saïd et qui lui a rendu hommage, et qui a publié un texte qui s'intitulait Édouard Saïd, le dernier intellectuel juif. Et elle a fait d'Édouard Saïd, arabe palestinien, anti-occidental, elle en a fait une espèce de modèle. Voilà ce que doit être finalement l'intellectuel juif, une sorte de d'étendard du combat contre l'Occident oppresseur. Et j'ai trouvé que ce parallèle était intéressant, c'est-à-dire que aux États-Unis, sur les campus américains au sein des Postcolonial Studies, on efface Albert Memmi au profit d'Édouard Saïd. Et on réécrit l'histoire des Juifs du monde arabe à partir d'une grille de lecture qui a été imposée par Édouard Saïd. Et enfin, il y a évidemment un lien politique. Il y a quelqu'un qui mène une campagne aux États-Unis, c'est Lior Steinfeld, qui mène une campagne depuis des années contre la reconnaissance de l'histoire des Juifs des pays arabes, de leur expulsion, de leur exil, de leur exode. C'est Lior Steinfeld.
Il a publié un article qui a eu beaucoup de retentissement le 2 décembre 2019 dans Haaretz. Et l'article s'intitule Comment Israël réécrit l'histoire du Moyen-Orient à des fins de propagande. Quelle est sa thèse? Sa thèse est la suivante. Israël et tous les soutiens d'Israël et les sionistes de façon générale noircissent le passé juif en terre d'islam à des fins idéologiques. Et ce, pour, dit-il, servir l'agenda du Likoud, qui selon lui serait un agenda islamophobe. Autrement dit, il y aurait intérêt à mener une croisade israélienne. Israël mènerait une croisade contre le monde musulman, entraînerait un certain nombre de pays dans cette croisade, et pour ce faire, réécrirait l'histoire des Juifs du monde arabe. Cet article a une importance politique importante. Il a d'abord fait l'objet d'une traduction en français qui est parue sur le site Orient 21, dirigé et animé par Alain Grèche. Et cette même traduction en français a été reprise sur le site Égalité et Réconciliation, le mouvement d'Alain Soral. Lior Steinfeld est quelqu'un, et c'est là où on va voir le lien avec la politique, qui a fait parler de lui cette année, enfin, en 2024 et cette année encore en 2025, à propos de l'Iran. Il se trouve que Lior Steinfeld est l'auteur d'un ouvrage sur les Juifs en Iran, et en particulier sur la révolution islamique en Iran, où il exalte les quelques juifs qui ont cru naïvement à Khomeini et contre le Shah d'Iran. Et il en fait une espèce de modèle. Et en 2024, la presse en est fait l'écho. Le président iranien actuel, Pezeshkian, était à New York et il a rencontré une délégation de juifs antisionistes, parmi lesquels, évidemment, les Neturei Karta, qui s'étaient affichés, on les connaît, qui s'étaient affichés avec Dieudonné, donc qui sont habitués au voyage en Iran. Et là, dans cette délégation, était présent Lior Steinfeld. Il a justifié cette rencontre. Ensuite, il a eu à nouveau une tribune dans Haaretz pour justifier cette rencontre et faire l'éloge de l'actuel président iranien, c'est-à-dire un président qui est quand même choisi in fine par le guide Ali Khamenei. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, Ali Khamenei a toujours le dernier mot. Bon. Et il a à nouveau fait parler de lui sur cette question actuelle de la guerre entre Israël et l'Iran. Suite donc à la guerre là, qui vient d'avoir lieu entre les deux pays, il a été interrogé par Orly Noy, qui est une activiste israélienne et aussi une traductrice, puisqu'elle est d'origine iranienne, qui traduit du persan en hébreu, et qui dirige B'Tselem, l'organisation d'extrême gauche. Bon. Et il a eu une interview dans laquelle il fait clairement, explicitement, l'éloge du président iranien. Autrement dit, il se place en lobbyiste de l'actuel président iranien. Et à nouveau, cet entretien, qui est paru sur un site israélien, a fait l'objet d'une traduction, parue sur le site Orient 21 d'Alain Grèche, sous le titre Tout ce que croient savoir les Israéliens sur l'Iran est faux. Voilà. Et c'est le cas de Sternfeld est intéressant puisqu'il permet de penser à la fois ce qui au départ ne peut paraître comme étant circonscrit à un débat d'intellectuels exclusivement et des questions beaucoup plus politiques et immédiates. Voilà. Ok. Merci. Merci. En fait, je pense que je vais aller directement sur la question, la dernière, puisque je pense que là, on a pas mal, finalement, j'ai l'impression hein, quand même, enfin vous allez me dire, hein, parce qu'en fait, à un moment dans nos échanges, on avait parlé effectivement de ce que les penseurs américains pensent, enfin se disent, hein, la vocation du judaïsme est de se placer du côté des victimes de l'Occident, qu'il s'agisse des musulmans victimes du colonialisme occidental ou des juifs européens victimes de la Shoah. Je pense que d'une certaine façon, vous y avez répondu à cela, non? J'ai l'impression. Ben, il y a aussi la question, ce qui est très Oui. important aujourd'hui, qu'on voit mettre en avant par les activistes, les intellectuels antisionistes, c'est la Mhm. question de l'analogie Shoah-Nakba. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent et ça vient d'Edouard Saïd. C'est ce que je dis souvent. D'une certaine façon, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à Columbia si on ne revient pas sur l'œuvre d'Edouard Saïd, et pas simplement l'orientalisme. Toute son œuvre, et notamment ses interventions, puisqu'il a écrit aussi sur la question. Edouard Saïd était opposé aux accords d'Oslo, mais là où Edouard Saïd, je le dis, a été génial, génial de son point de vue en tant que militant politique, c'est que il a très vite compris lorsque,
par rapport à la question du négationnisme. Quand Garaudy avait sorti Roger Garaudy, hein, c'est pour, cet ancien apparatchik communiste qui avait viré au négationnisme dans les dernières années de sa vie, en 96 avait fait paraître les mythes fondateurs, son ouvrage Les mythes fondateurs de la politique israélienne, qui avait été traduit en arabe, avait été vendu à des millions d'exemplaires. Garaudy était une star, il avait été reçu par une très grande partie des chefs d'État arabes, en Iran également par Khatami. Et Edouard Saïd a fait partie des quelques intellectuels arabes qui se sont opposés à Garaudy. Mais il est allé beaucoup plus loin. D'abord, il a compris que si on voulait gagner les consciences en Occident, et gagner les consciences qui est absolument nécessaire, on le voit aujourd'hui pour mener la guerre, la bataille finale contre Israël, le négationnisme, la négation de la Shoah n'était peut-être pas, sur un plan strictement stratégique, comment dire, ce qu'il y avait de plus intelligent à faire. Ça, c'est la première. Là, il l'a bien compris. Et la deuxième chose, l'argument qu'il a mis en avant, c'est de dire, il faut reconnaître la Shoah, et c'est en reconnaissant la Shoah que nous arriverons à faire reconnaître la Nakba. Et il a eu tout un développement sur le fait que euh, il fallait finalement penser ensemble et la Shoah et la Nakba, c'est-à-dire la Shoah, les Juifs d'Europe ont été victimes de l'Europe chrétienne, cette même Europe qui a été impérialiste et qui a colonisé les Arabes musulmans, et les Arabes palestiniens ont été en quelque sorte, je mets des guillemets bien sûr, les victimes auraient été les victimes des victimes. Et cette thèse d'une analogie entre Shoah et Nakba, c'est ce que j'appelle une supercherie géniale. C'est une supercherie parce que sur un plan historique, il n'y a strictement aucune et je n'ai pas besoin d'argumenter là-dessus, je pense que c'est assez clair. Il n'y a pas de comparaison entre le génocide des Juifs en Europe et la Nakba des Palestiniens en 1948-49. Et en revanche, si une analogie doit être faite, ce serait plutôt entre la Nakba des Arabes palestiniens et les Juifs du monde arabo-musulman. Mais c'est une supercherie géniale dans la mesure où aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est imposé. Et ça, là encore, ça a une résonance avec l'actualité la plus immédiate. Vous prenez quelqu'un, un universitaire comme Amos Goldberg, par exemple, qui est avec Omer Bartov et Daniel Blattman, est un des quelques universitaires israéliens qui accusent Israël de commettre en ce moment un génocide à Gaza. Eh bien, c'est quelqu'un qui a co-dirigé il y a de ça plus d'une dizaine d'années un livre qui s'appelle je crois la grammaire du traumatisme, Shoah et Nakba, et qui met à nouveau en parallèle Shoah et Nakba. Vous prenez quelqu'un comme Tal Hever-Chibovski, qui était l'ancien dirigeant à Paris de la Maison de la Culture yiddish. Il est intervenu il y a de ça un an et demi dans une conférence sur Israël organisée par le collectif Tzedek, qui est un groupe antisioniste. Et à nouveau, à la fin de sa conférence, il a dit qu'il fallait penser ensemble et la Shoah et la Nakba. Et le même Tal Rivovski s'est fendu d'un poème qu'il a écrit en yiddish 2 mois après le début de la guerre à Gaza, qui s'intitulait Churban in Haza, c'est-à-dire Churban, la catastrophe, puisqu'en yiddish on parle pas de Shoah, mais on parle de Dritter Churban, la troisième catastrophe, pour désigner le génocide des Juifs. Il a écrit un poème à ce sujet. Et même au-delà des sphères antisionistes, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'extrêmement prégnant. Je lisais dernièrement un article de Jérémy Ben-Ami, qui dirige J Street aux États-Unis, et qui faisait un voyage familial à Vienne, en Autriche, sur les traces de ses arrière-grands-parents. Et il se livrait à toute une espèce de rêverie, comme ça, toute une réflexion sur, mais finalement, mes ancêtres ont été expulsés, et je me dois pour cette raison d'être solidaire des Arabes palestiniens qui demandent le droit au retour parce qu'eux aussi ont été expulsés. Et le grand absent de ce raisonnement-là, ce sont les Juifs des pays arabes et les Juifs des pays musulmans. Ils ont disparu. Et c'est d'autant plus important qu'ils forment une part essentielle aujourd'hui dans la population israélienne. Voilà. Voilà ce Très que je bien. peux. Ouais, merci. Ouais, c'est extrêmement complexe en fait, hein, ce sujet-là. Mais merci pour apporter tous ces éclairages. Maintenant, on va peut-être finir avec la dernière question. On va essayer d'avoir une question un tout petit peu prospective. Est-ce que vous pensez que cette tendance à la rupture entre ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la partie de cette jeunesse juive américaine, Israël, est-ce que cette rupture, est-ce qu'elle va s'accentuer? Et je dirais pire que ça, est-ce qu'elle va venir contaminer la diaspora? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme piste un peu positive quand même? On va essayer, ou levier d'action
qui pourrait contribuer à réduire ce fossé et peut-être créer des liens de compréhension et de solidarité, enfin en tout cas porter de la clarté, peut-être un petit peu de la vérité sur tous ces sujets-là en fait. Bah, pour l'instant, rien n'est joué. D'abord, c'est pas les juifs américains, c'est pas les jeunes juifs américains, c'est une frange. Donc, Absolument. ce n'est qu'une Mais frange. les jeunes sont assez prémonitoires, ou en tout cas Voilà. donnent un peu Écoutez, une... comme piste positive, pour terminer, sur une note, comme vous dites, plus optimiste, je crois au Mhm. dialogue direct. On parle beaucoup du dialogue entre les diasporas et Israël. C'est souvent le modèle qu'on a. C'est telle diaspora avec l'État d'Israël. Et je pense qu'il faudrait peut-être aussi euh, repenser le cadre et pourquoi pas un dialogue de diaspora à diaspora. Parce que la question, moi, ce qui m'inquiète là aujourd'hui sur ces mouvements dont je parle, c'est que ça va avoir une incidence très claire sur l'avenir de l'État d'Israël dès le retour du Parti démocrate au pouvoir, qui ne manquera pas de revenir au pouvoir, sur une question très précise. C'est la question des armes. Aujourd'hui, vous avez une campagne, et là, je sors un peu de mon sujet. Moi, je n'ai pas parlé de ça dans mon livre, mais puisqu'on parle de prospective, je suis obligé d'en parler. Vous avez une campagne qui est menée aux États-Unis au sein du Parti démocrate pour faire cesser l'aide militaire à Israël. Cette campagne est menée par Bernie Sanders. Bon, il y a un certain nombre, beaucoup de mouvements se rallient à ça dans la gauche juive américaine, mais chacun avec des orientations différentes. Vous avez des gens qui sont antisionistes. Bon, le mouvement le plus connu, c'est Jewish Voice for Peace. Bon, eux, ils sont très clairs, ils sont très cohérents avec eux-mêmes. C'est plus aucune arme pour Israël. Mais vous avez d'autres groupes comme G Street qui disent, Jérémy Ben-Ami justement a écrit un texte très important parce que J Street est un mouvement qui entend faire contrepoids à l'AIPAC et qui soutient des candidats. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent pour soutenir des candidats. Donc ce sont des gens qui ont un impact sur la future politique américaine d'un futur gouvernement et donc par conséquent également sur Israël. Bon, et lui, ce qu'il dit, c'est au regard de la guerre à Gaza et au regard du fait que la perspective d'un État palestinien semble plus que jamais s'éloigner, voire même être enterrée, plus d'armes offensives à Israël, uniquement des armes pour se défendre. Et si il ne devait pas y avoir d'État palestinien, c'est toute l'alliance avec les États-Unis qui serait remise en cause. Ça veut dire d'ores et déjà que, au regard, et ça, les ennemis d'Israël qui sont toujours en place, que ce soit le pouvoir en Iran ou peut-être demain les islamistes sunnites en Syrie, ils l'entendent ça, ils le savent très bien. Ça veut dire que de leur point de vue à eux, c'est une opportunité extraordinaire. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'armes offensives à Israël, ça veut dire que ce qu'a fait Israël en 2024 de pouvoir tuer Nasrallah avec les bombes extrêmement puissantes qui ont permis de toucher son bunker, une telle opération, ce n'est plus possible. Alors il faut engager un dialogue. Lorsque G Street propose ça, comment dire, ils ont le pouvoir d'en partie de changer la donne, non seulement d'Israël. Et lorsque Netanyahou parle, il a parlé d'autarcie, etc. Le point de départ de son allocution sur être indépendant par rapport à la défense, c'était le fait que l'Espagne ait refusé un contrat d'armement avec Elbit, la société Elbit. Mais l'Espagne ne compte pas, c'est pas l'Espagne qui Mhm. compte. Netanyahu est intelligent, il connaît parfaitement les États-Unis, il est lui-même en partie américain. Il sait très bien qu'il va y avoir un retour de bâton extrêmement violent. Et là, on parle de quelque chose. Donc, il y a un dialogue à avoir avec ces organisations juives américaines et de poser la question très clairement. Est-ce que si demain, qu'on le regrette ou pas, il y avait l'État d'Israël, il n'y avait pas d'État palestinien créé, est-ce que pour autant, vous abandonneriez l'État d'Israël? Est-ce que est-ce que l'existence d'un État juif est-elle négociable ou pas? Parce qu'on parlait de contrat. Et c'est ça qui semble finalement être en cause. C'est-à-dire finalement, s'il n'y a pas d'État palestinien, nous ne pouvons plus soutenir l'État d'Israël. Est-ce que ça veut, et ça n'implique pas simplement Israël, ça implique aussi l'idée de peuple juif. Depuis 1945, il y a toujours eu des juifs antisionistes. C'est pas la question. Mais grosso modo, dans les tendances, je parle des tendances majoritaires, nous avons, depuis 48, un peuple juif, plus ou moins, mais un peuple qui s'unit, qui se ressent une communauté de destin autour d'un État qui s'appelle Israël. Voilà. Et ce qui est en jeu à travers cette rupture, c'est l'idée de peuple juif. Si vous avez demain la fin des livraisons d'armes, la fin de l'alliance américaine avec Israël, si vous avez et que cette alliance, la fin de cette alliance est rendue possible
par certains groupes juifs américains, nécessairement, il y a cette question de formons-nous ou pas toujours un peuple, avons-nous toujours ou pas une communauté de destin ensemble, cette question va se poser. Et donc, il faut poser cette question directement. Je crois que pour rester sur une note optimiste, je crois au dialogue direct. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Ouais, essayons d'être un peu optimistes en disant c'est la fin de l'unité du peuple juif. Enfin, bon, en même temps, on a toujours dit que les juifs étaient tous extrêmement différents les uns des autres, donc je pense qu'on arrivera toujours à vivre avec nos différences. Ouais, écoute, je crois qu'on a vraiment tout le tour. Il va y avoir plein de questions qui vont être Oui, il y a des posées, j'en questions. suis sûre. Il y a des Et, questions. et donc, je vais redonner la parole à Alexandre qui va introduire, je crois, Bathior et Richard Prasky. Ouais. Alors,